mais au moins je tiens à féliciter les organisateurs qui ont pris cette initiative de faire une BRAFA online au lieu de rester, je dirais, chez nous, sans nous manifester et sans partager avec vous nos acquisitions récentes et les pièces dont on aime bien parler. Donc, et surtout la manière dont ça a été fait et tout, c'est une excellente initiative et nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors, la manière, nous sommes organisés, et qui est en fait la continuation de ce que nous avons fait depuis le début de cette pandémie. J'ai pris, si vous voulez, le parti pris que nous restions très actifs. Il aurait été facile aussi, d'abord on a été fermé pendant plusieurs mois, mais je dirais on a toujours travaillé de manière qu'on appelle digitale, donc très présent à travers des newsletters variés. J'avais parlé de mes derniers voyages, de mon dernier voyage en Inde, qu'on avait partagé des photos et parlé de ces sites, et puis également les œuvres que nous vous présentons régulièrement. Et je dirais qu'on est même dans une activité ralentie, ça c'est pas du tout une surprise, mais également en même temps, on a probablement jamais autant travaillé entre ces newsletters, les vidéos, en fait de trouver des moyens pour pouvoir partager avec vous nos plaisirs autour de toutes ces pièces que nous avons à la galerie et que nous achetons. Alors, ce soir, on va parler de l'art du Gandhara. C'est logique de commencer par le Gandhara. Bien sûr, c'est un de nos grands domaines de prédilection, comme vous le savez, avec l'Inde et puis le sud-est asiatique. Mais également, l'art du Gandhara, c'est quand même un art qui est absolument unique. Bon, unique d'abord parce que ce sont les premières représentations du Bouddha. Il faut bien garder ça à l'esprit. On ne représentait jamais le Bouddha. Donc les premières représentations, c'est dans l'art du Gandhara. Alors je dirais encore plus unique, si on peut dire, parce que cet art est vraiment du côté de l'Inde, dans toute cette région, mais en fait, il y a une influence gréco-romaine qui est extrêmement importante et qu'on va voir d'ailleurs dans les pièces que nous allons commenter ce soir. Donc vraiment unique également par son style. Et ceci, cette influence des arts gréco-romains, des arts perses également, qu'on va retrouver notamment dans certaines tenues, on parlera de certaines frises tout à l'heure qui l'illustrent bien, mais l'explication, c'est simplement Alexandre le Grand, qui avait colonisé toute cette région entre les années 336 et 323 avant Jésus-Christ. Et on peut peut-être d'ailleurs, c'est intéressant de regarder une première carte qui montre en fait cette colonisation très importante avec, et cette carte, je crois que vous la trouvez dans le catalogue que nous avons fait sur le Gandhara, donc vous pourrez sûrement l'examiner avec davantage d'attention. Eh bien, on voit toutes ces armées, toutes ces troupes, toutes ces disciples d'Alexandre le Grand qui sont partis de Grèce pour aller d'abord vers Babylone et pour finalement établir des colonies dans toute cette région qu'on a appelée du Gandhara. Et d'ailleurs, sur la carte que l'on voit immédiatement à droite de l'ensemble des mouvements, vous voyez en fait dans le Gandhara, toutes ces villes, tous ces établissements tels qui commencent avec des noms Alexandria. Donc, il y a eu vraiment, Alexandre le Grand a laissé en fait des militaires, mais également des architectes, des artistes, ce qui explique que l'on a cet art qui s'est développé, cet art bouddhique, mais de manière complètement surprenante, avec des influences en général tellement importantes gréco-romaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé à un moment de l'art gréco-bouddhique. Bon. Et si on regarde maintenant pour positionner un peu mieux cette région, de comprendre le Gandhara, et ça explique aussi sa complexité. Le Gandhara est en fait un peu la frontière entre cette Asie centrale, le monde perse, le monde occidental, et puis ensuite l'Inde, la Chine. Et il y a d'ailleurs un col qui est très connu, qui est le lien entre les deux, qui est le Khyber Pass, qui justement illustre parfaitement cette position stratégique du Gandhara. Alors malheureusement pour cette région, vous le savez mieux que moi, c'est une région qui est soumise à des troubles depuis des dizaines d'années et à des guerres
entre l'Afghanistan, la situation du Pakistan. Et donc, là aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qui a des impacts, en fait, comme je vais en parler dans un instant, sur les pièces que nous pouvons présenter qui proviennent du Gandhara. Donc, en fait, dans cette région, je dirais grâce à Alexandre le Grand, donc on a cet art gréco-bouddhique qui s'est développé, qui a été amplifié bien évidemment par le commerce caravanier. Donc, on a vraiment un art de fusion, en fait, que l'on trouve au niveau du Gandhara. Et sur une période, l'apogée, je dirais, de cet art du Gandhara est entre le 2e et le 5e siècle. Ensuite, on va avoir un développement, en particulier, on aura l'occasion d'en parler demain lorsque nous allons parler de l'Inde, avec la période Gupta, où on est 4e, 5e, 6e siècle, avec un style indien qui va s'affirmer et donc qui, malgré des emprunts, bien évidemment, à l'art du Gandhara, va être tout de même très différent. Donc, unique pour ces raisons-là, unique par ses premières représentations du Bouddha, unique par son style très particulier. Et ceci explique aussi qu'il est, je dirais, un peu unique pour nous parce que c'est probablement le domaine le plus difficile. Le plus difficile en termes de trouver des pièces, proposer des pièces, trouver des pièces de qualité. Il ne faut quand même pas oublier que toutes ces pièces ont près de 2000 ans. Bon, donc, bien évidemment, vous avez des pièces qui ont été enterrées pendant des siècles et des siècles, et donc qui ont pu être très abîmées. Et donc, on a beaucoup de pièces que malheureusement nous éliminons lorsqu'on nous propose des pièces parce qu'elles ont été outrageusement restaurées. On avait eu l'occasion, il y a quelques semaines, de faire une présentation similaire sur les questions de restauration. Bon, malheureusement, dans le Gandhara, c'est une de nos grandes difficultés. Je pense, j'ai vu récemment dans une vente à Paris, d'une très grande maison de vente, il y avait un superbe Gandhara assis de mémoire qui était présenté entier. Et j'étais un peu surpris par une estimation assez basse. Et puis même en voyant la photo dans le catalogue, également, j'étais un peu surpris. Et lorsqu'on l'a examiné, je dirais là, sans surprise, il était évident que la tête n'appartenait pas au corps. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement attentifs à toutes ces questions, sans parler des faux. C'est un peu la rançon du succès. À partir du moment où un art connaît un intérêt qui est très important à travers le monde, comme on va en parler, il est évident que les risques sont plus élevés. C'est la raison pour laquelle on travaille avec nos experts scientifiques. Je pense en particulier à John Twilley, qui est notre expert à New York, mais qui vient régulièrement en Europe, ne serait-ce qu'il fait partie des comités d'expertise de la TEFAF, mais également d'autres grands événements. Et nous lui demandons d'examiner toutes nos pièces, en particulier si on a le moindre doute. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que les éléments de provenance sont très importants. Moi, je me rappelle, vous savez que je ne vais plus dire que je suis un jeune antiquaire, parce que maintenant, ça fait 17 ans, les années commencent à passer, mais lorsque j'étais collectionneur, et à cette époque, je vivais en Asie, donc maintenant, ça remonte à près de 30 ans, et on m'avait proposé déjà du Gandhara à l'époque, et on m'avait proposé des pièces qui venaient du musée de Kaboul, parce que le musée de Kaboul avait été largement pillé à une époque. Et ces pièces étaient numérotées, et ça a excité tout un tas de gens de dire j'ai une pièce qui vient d'un musée et tout, ce qui est totalement inacceptable. Bon. Donc là aussi, nous sommes extrêmement vigilants sur toutes les questions de provenance, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque nous allons parler de pièces concrètement, et même chose dans le catalogue, nous allons parler très régulièrement des éléments de provenance, donc des provenances solides. Nous vérifions toutes nos pièces dans la base de données d'Interpol, nous en avons un accès, de manière à s'assurer que ces pièces n'ont pas été rapportées comme étant volées, l'objet d'un trafic d'art et tout. Bon. Donc, je ne veux surtout pas vous décourager avec le Gandhara, ce n'est pas ça du tout, mais je dis c'est simplement, mais c'est vrai dans énormément de domaines, il y a une diligence à faire qui est absolument critique, qui est absolument essentielle pour justement s'assurer que nous avons des pièces de qualité en termes de restauration, en termes de provenance, sans parler de l'authenticité. Mais quelque chose qui est quand même remarquable dans un grand événement comme la BRAFA, n'oublions pas que toutes les pièces sont expertisées avant l'ouverture, et ça, c'est la meilleure des garanties que vous puissiez espérer.
Avant de dernier aspect que je voudrais aborder dans cette présentation, c'est l'état du marché. Alors, vous me direz que c'est un peu mon ancien passé de banquier, quand même significatif, qui fait que j'aime toujours parler du marché. Moi, je trouve ça normal parce qu'on parle quand même à chaque fois de montants qui peuvent être importants. Au niveau de la galerie, nous ne pratiquons pas ou très rarement en fait le dépôt. Donc, les pièces que nous présentons, nous avons un stock important. Ça me paraît essentiel, en fait, en tant que galerie. Ce sont des pièces que nous achetons, nous nous engageons sur ces pièces, mais ça veut dire aussi qu'à titre personnel, je ne peux pas ignorer la valeur patrimoniale. Et ensuite, notre objectif, c'est aussi de pouvoir acheter ces pièces dans des conditions raisonnables, de manière à pouvoir les proposer à des prix qui soient raisonnables. Alors, je dirais qu'avec cette période dramatique que nous venons de traverser, j'étais bien évidemment très intéressé de voir, de regarder quel était l'état du marché. Et en fait, éventuellement avoir des opportunités d'acheter avec cette activité qui était ralentie. Et j'avoue que j'avais été influencé par mon expérience en 2008, cette crise financière considérable, parce qu'en 2008, en fait, j'avais fait deux investissements, je vais parler de ça. L'un qui était clairement plaisir lié à la galerie, mais qui avait été de dire, là, il y a vraiment une opportunité d'acquisition de pièces intéressantes parce qu'il y a une demande beaucoup moins importante. Et ça a été vraiment le cas. J'ai beaucoup acheté à cette époque-là, et puis parce que je considère que c'est aussi un actif tangible, je dirais, qui apporte du plaisir, qui n'a pas la volatilité des actions, malgré le fait que j'ai été banquier pendant 30 ans, je n'ai jamais vraiment été attiré par les actions. C'est comme ça. Bon, donc je préfère investir mon argent, si je peux dire, dans ce type de bien plaisir. Puis j'avais fait aussi à l'époque un investissement financier qui n'a rien à voir avec tout ça. Bon. Et donc, je m'étais dit, tiens, voilà une période qui va au moins, dans tous ces désagréments et ces drames, qui pourrait être intéressante de ce point de vue-là. Bon. Alors, je dirais que ce n'est absolument pas le cas. Probablement parce que, même sûrement parce que cette crise n'est pas une crise financière comme on avait connu en 2008. Donc, il n'y a pas du tout une pression pour certaines personnes à vendre à tout prix, ce qui avait été le cas à l'époque. Et je dirais, au vu des résultats des grandes ventes, des derniers mois. Je pense par exemple aux ventes de Christie's, Sotheby's, Bonhams à New York au mois de septembre. Ce sont des indicateurs qui sont importants. Eh bien, le Gandhara reste une valeur sûre et avec des résultats en progression. Je vais juste, il y avait une vente, il y a eu plusieurs ventes chez Christie's à New York à ce moment-là, mais il y en avait une vente complètement dédiée au Gandhara, ce qui n'est pas très habituel. Et je mentionnerai juste trois chiffres dans cette vente. 27 lots ont été présentés, la plupart ont été vendus. L'estimation moyenne des lots de cette vente était de 4 200 000 $. Le résultat de la vente parle de lui-même, 14 millions de dollars. Et des prix extrêmement élevés pour beaucoup de pièces. Il y avait des pièces de grande qualité avec des provenances qui étaient satisfaisantes, mais en fait, ça montre que là, le Gandhara, en fait, est de nouveau unique, je dirais, un peu dans l'art asiatique, car il y a un intérêt qui est réellement mondial. Il y a un intérêt occidental qui existe depuis longtemps. Nous avons nombre de clients européens, certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous, mais également on a des clients américains en nombre. Et depuis maintenant plusieurs années, nous avons eu l'occasion de vendre des pièces à des clients chinois parce que les Chinois veulent revenir aux origines, aux sources du bouddhisme. Donc les sources du bouddhisme, du point de vue artistique, c'est le Gandhara. C'est clair. Bon. Donc les Chinois achètent, les Indiens également achètent. Là aussi, c'est un phénomène qui est assez logique, pas dans la même ampleur que la Chine, mais déjà depuis plusieurs années, nous avons vendu des pièces de Gandhara, aussi des pièces indiennes, à des collectionneurs indiens. Et j'ai compris que en fait, les enchérisseurs pour des montants aussi importants dans cette vente de Christie's étaient essentiellement des Chinois et des Indiens. Bon. Et nous avons d'ailleurs des intérêts venant de cette région pour certaines pièces qui sont publiées dans ce catalogue et dont nous allons parler. Alors maintenant, je vais passer, c'est quand même le plus important, à notre présentation des pièces.
Ce que je voudrais vous dire, c'est, alors c'est un faux direct en fait, hein, pour deux raisons. D'une part, en fait, on a un faux direct. Pourquoi? C'est-à-dire que nous avons enregistré les présentations de pièces, mais on les a fait en direct, sans retouche, sans reprise, quoi que ce soit, pour garder leur spontanéité. Et on l'a fait essentiellement pour deux raisons. D'abord, on a une contrainte de fermer à 18 heures, puisque nous avons ce couvre-feu qui commence à 18 heures. Et deuxièmement, là aussi c'est un point important, il nous paraissait plus intéressant de vous montrer les pièces dans l'ambiance de la galerie pendant la journée. Parce que c'est quelquefois, ça peut un petit peu fausser. Là, c'est l'occasion, en fait, de les voir à la lumière du jour, et vous pouvez les imaginer si elles étaient chez vous, comment elles ressortiraient. Et donc, c'est l'autre raison. Voilà. Mais il y a plusieurs vidéos courtes où je vous présenterai avec l'aide de mes collaborateurs ces pièces, et on fera chaque fois une pause pour surtout répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, première présentation. À tout seigneur, tout honneur, commençons par une pièce emblématique du Gandhara, et je dirais notre masterpiece dans cette collection de Gandhara, un Bouddha debout. Donc on est dans la période 2e, 3e siècle. Et pourquoi une masterpiece? Regardons d'abord son visage. Regardez la puissance de ce visage, la qualité de la sculpture, on le voit par les cheveux, par ces tondulés des cheveux, l'unisha, la qualité de ses détails également. Et puis, pour revenir encore au visage, parce que c'est la première chose qui doit nous parler et que je ressens toujours lorsque j'achète une pièce, ce visage très méditatif, ce que l'on attend d'un Bouddha. Nous avons le Bouddha. Et bien évidemment, une influence grecque importante, puisque nous sommes en effet dans cet art gréco-bouddhique dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Très beau drapé, hein, tout à fait caractéristique du Gandhara, les restes de cette base également, ses pieds, et qui en font vraiment une sculpture de grande qualité. Peut-être à cause de mon long passé de banquier, et puis il faut dire toutes les pièces que nous achetons à la galerie, je regarde toujours l'aspect investissement. Et je tiens à en parler pour cette pièce, parce que cette pièce, comme je vous l'ai dit, remplit tous les canons en termes de beauté, d'esthétique et de cette iconographie du Gandhara, mais également du point de vue investissement futur. Pourquoi? Parce que d'abord, sa provenance est excellente. Nous avons une provenance qui est prouvée de la collection Vérité. Les Vérités, Pierre Vérité, Suzanne Vérité, avaient créé une galerie dans les années 20, très focalisée au départ sur l'art primitif, mais également ils ont constitué une collection d'art asiatique et qui a été prolongée de manière très dynamique par leur fils Claude Vérité. Et donc, nous savons qu'ils ont acheté cette pièce en 1956 chez Sotheby's à Londres. Et d'ailleurs, toujours très intéressant en termes de provenance, cette pièce a été publiée dans la revue Oriental Art en 1957. Donc, d'abord, une pièce à l'esthétique superbe, le Gandhara, une collection prestigieuse, et une collection prestigieuse très ancienne, puisqu'on remonte avec certitude à 1956. J'ai évoqué l'état du marché dans mon introduction. J'insiste là pour des pièces comme celle-ci, justement. Il y a eu cette vente de Christie's à New York que je vous avais mentionnée il y a quelques mois. On a une pièce très très comparable, un peu plus grande c'est vrai, mais très comparable, qui a fait des multiples du prix que nous demandons. Aujourd'hui, nous avons une demande grandissante pour le Gandhara, et sans trahir le moindre secret, nous avons d'ailleurs une cliente de Bombay qui est extrêmement intéressée par cette pièce, mais l'impossibilité de voyager, le Covid, la Covid malheureusement, fait que pour le moment, et je dirais que c'est une bonne nouvelle, cette pièce est toujours à vendre et nous la présentons. Parlons d'une autre pièce également, qui est aussi une très récente acquisition, qui est une frise. Lorsqu'on pense Gandhara, bien sûr, c'est des représentations des Bouddhas avec des Bodhisattvas,
comme on vient de voir ce Bouddha debout, mais également ces frises qui ornaient les stupas et qui permettaient aux fidèles de voir la vie du Bouddha, la vie du Bodhisattva, tout au long de ces différentes périodes et dans différentes positions. Alors pourquoi parler de cette stèle? Parce que là aussi c'est une très très belle sculpture. Juste quelques détails, regardez la profondeur de la sculpture, c'est ça qui fait la différence d'une sculpture à une autre. La beauté des visages, bien sûr le Maitreya, donc le Maitreya c'est le Bodhisattva avec son air princier, puisque comme vous le savez, les princes Kushan qui régnaient sur cette région à cette époque étaient des grands donateurs des monastères bouddhiques, et donc on donnait un air princier au Bodhisattva. Et regardez la qualité de la sculpture, les bijoux, très caractéristiques des Bodhisattvas de cette époque pour leur donner un air princier. Également, les autres visages, ici, ce visage aussi méditatif, un adorateur noble, clairement, qui est devant le Bodhisattva, là aussi un très très beau visage, une très belle sculpture. Puis quelque chose qui me tient toujours à cœur, moi c'est les chapiteaux. Alors c'est peut-être on parlera d'ailleurs d'un chapiteau dans quelques instants, mais peut-être ma culture de l'art roman qui remonte à de très très nombreuses années. Donc là, tout à fait un exemple grec avec ce chapiteau, un motif corinthien qui figure sur cette frise, et je trouve que ça agrémente toujours de manière intéressante et du point de vue également esthétique des frises que nous pouvons proposer. Donc vraiment une frise de grande qualité. Sa provenance, c'est Sotheby's en 1991 de mémoire, et on a d'ailleurs le catalogue de l'époque. Donc là aussi, une provenance tout à fait solide sur cette pièce. Dernière chose sur cette frise qui me paraît intéressant d'en parler, qui est le style des coiffures. Parce que là aussi, on a une pièce de fusion à la fois indienne, on a le Bouddha, on a clairement ce style grec avec ce chapiteau corinthien, mais également, regardez ces coiffures très différentes. Et je laisse Clément qui travaille avec nous à la galerie et qui a beaucoup travaillé justement sur l'examen de ces différentes coiffures. Exactement, je me mets un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est l'occasion de pouvoir en parler justement. Le propre de la doctrine bouddhique est de vouloir revendiquer son universalisme. On est au carrefour des cultures, et à cet endroit très précis entre le Pakistan, l'Afghanistan et l'Inde, on va voir se mêler une population très cosmopolite, aussi bien dans ses habits que dans son style vestimentaire et son style de coiffure. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir justement attester de l'étrangeté des trois personnages que l'on a à gauche, qui eux revendiquent davantage des tonsures d'origine probablement plus perse, de même que le personnage que l'on a au centre, à la droite de Maitreya, et où on voit une chevelure très ample, dénouée, typique des rois nomades, et on voit quand même par sa lourdeur, par son ampleur, qu'il s'agit d'une chevelure du nord, des climats plutôt froids. Tandis que là, avec sa frontalité, Maitreya revendique une chevelure plus hellénistique. Voilà, je vous remercie en tout cas de cette attention. Merci Clément. Troisième pièce, pour rester dans le domaine du Gandhara, et une acquisition extrêmement récente, et qui nous ramène vers la Belgique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est cette très belle tête de Bouddha. Regardez simplement le visage. Je veux dire, le visage parle de lui-même. Beaucoup de force. Un style un petit peu différent du Bouddha debout dont nous avons parlé il y a quelques instants, mais là aussi, un visage très bien sculpté. Beaucoup de force dans sa représentation. Là aussi, sa chevelure ondulée qui lui donne du mouvement, qui est tout à fait appréciable. Un schiste, quand on le regarde à la lumière, avec quelques tons légèrement verts. Ça pourrait faire penser au schiste de la vallée de Swat, qui était très caractéristique de ce point de vue-là. C'est juste des nuances, je dirais, que l'on ressent. Donc, une pièce, alors pourquoi ça nous ramène vers la Belgique? Parce qu'en fait, ça vient d'un collectionneur des Pays-Bas qui l'avait acheté avant 1985 auprès de la toujours célèbre galerie Nice et à l'époque de Jean et de Marcel Nice. En termes de, quelques mots encore, et je reviens aux trois pièces, en termes de restauration, vous savez que c'est quelque chose aussi sur lequel nous sommes extrêmement attentifs. Nous avons
On consulte très régulièrement notre expert scientifique John Twilley à New York, qui vient régulièrement à la galerie, justement pour vérifier nos pièces d'une certaine manière, parce que certaines fois, à l'œil nu, on ne discerne pas certaines restaurations. Bon, sur celle-ci, nous avons des restaurations probablement pour renforcer la pièce, simplement au niveau ici du nez, mais sur les côtés du nez. Donc c'est vraiment des restaurations, je dirais, d'usage très légères. Si je reviens à notre Bouddha debout, alors vous imaginez qu'une pièce pareille, il était très important de l'examiner sous tous ses aspects, et en fait, on n'a pas décelé de restauration particulière. Le Maitreya, pareil, la seule restauration qu'on ait trouvée, c'est au niveau du chapiteau, mentionne pour mémoire, où en effet le bout de chapiteau, juste cette petite partie, a été recollé. Donc là aussi, on a des pièces qui sont intègres, et vous savez que c'est toujours un objectif pour nous, un sujet qui nous est extrêmement cher. Je vais compléter ce que nous venons de dire. Sachez que notre masterpiece, depuis cet enregistrement, a été vendu. On a eu de l'intérêt pour plusieurs pièces, mais celle-ci a été vendue hier. Alors, finalement, un collectionneur européen, d'ailleurs, qui était à la BRAFA l'an dernier, qui nous est fidèle depuis de très nombreuses années, et donc qui restera en Europe. Mais je dirais que ce n'est pas une surprise, hein, vu la qualité de la pièce. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade-là? Puisque l'objectif est également d'avoir un échange. Avant que nous passions, on va parler en particulier davantage des frises, hein, qui sont aussi importantes lorsqu'on parle du Gandhara. Bon, ben écoutez, je vous propose de continuer, mais sachez que je serai enchanté, et nous serons enchantés de répondre à vos questions plus tard. Anne-Laure, c'est à vous. Je vous ai parlé il y a quelques instants de ces chapiteaux que j'affectionne. Voilà donc un petit chapiteau que nous venons d'acheter dans une collection américaine, donc qui représente le Bouddha. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? On est complètement dans le style grec, gréco-romain, avec regardez, les feuilles d'acanthe, ces motifs corinthiens. Hein, on va retrouver ça également sur le côté. Et donc imaginez ces chapiteaux qui étaient au-dessus de linteaux, de pilastres, qui allaient tenir en fait d'autres pièces de pierre, comme on le voit hein, ici avec cette partie plate. Bon. Je reviens maintenant à une autre frise, une frise très intéressante du point de vue iconographique, et puis un point commun avec notre Bouddha debout, c'est de nouveau cette célèbre collection Vérité. Et là, nous avons une frise qui est très riche. Alors, on va retrouver encore, vous allez dire que j'ai une obsession sur les chapiteaux, mais voilà, un chapiteau qui est représenté ici, avec sa colonne, là, qui est dans un style, la colonne très indienne, hein, qu'on retrouve même aujourd'hui dans des périodes beaucoup plus récentes, qui peuvent être par exemple des piliers en bois. Et ce qui est tout à fait intéressant en fait sur cette frise, et je vais me tourner vers Clément qui là aussi l'a étudié très attentivement, c'est que nous avons la représentation du mariage de Siddhartha, qui est une iconographie qui est extrêmement rare sur ces frises du Gandhara. Clément. Alors en effet, comme le disait Christophe, les stèles qui représentent l'iconographie du mariage de Siddhartha sont assez rares aujourd'hui. On en a identifié une au British Museum qui nous a permis de pouvoir identifier celle-ci. Elles sont issues d'un corpus littéraire qu'on appelle les Jataka. Et Christophe parlait à juste titre de l'utilisation des pilastres que l'on retrouve au centre, qui était en fait un moyen de pouvoir alimenter la narration visuelle de l'œuvre. On retrouve ici, à droite, la représentation du Bouddha que l'on voit accompagné d'une femme qui est juste ici, et au centre, un brahman qui les unit en tenant mutuellement leurs mains. Ils sont entourés d'une cohorte, d'une foule de musiciens que l'on voit à droite, d'autres qui tiennent la vina, l'instrument qui est toujours pratiqué aujourd'hui en Inde, pour célébrer l'union entre ces deux êtres
légendaires. Et puis, à gauche, on les voit chastement enlacés, en train de s'adonner à quelques conversations mondaines dans une assemblée nuptiale où l'on voit sur les balcons et au sein d'un porche que on pourrait retrouver au Maharashtra en Inde, avec des motifs qui s'y assimilent pour une architecture en bois, sous un baldaquin de guirlandes. Donc, en effet, c'est une très belle pièce et on est bien heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Merci. Alors, je vais continuer maintenant avec des pièces un petit peu différentes, toujours le Gandhara, mais cette fois-ci qui sont en stuc. Je vais prendre cette tête de Bouddha. Donc, le stuc, on le trouve en particulier dans la région, dans le site de Hadda, qui se trouve à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Beau visage de stuc, malheureusement, on voit bien le stuc, mais malheureusement un accident significatif, mais qui n'enlève rien à la beauté de cette pièce. J'aime bien cette pièce parce que je vous avais mentionné il y a un an, lorsqu'on s'était vu à la Brafa, cette collection anglaise que j'avais achetée après à peu près 5 ans d'efforts. Et en fait, cette pièce était l'un des premiers achats de mon collectionneur anglais. L'autre pièce, donc là nous avons un Bouddha, l'autre pièce que nous avons également dans le même style, même région, c'est ce Bodhisattva très intéressant, là aussi en stuc, et je dirais là un beau visage. Regardez également toutes ces ornementations, cette couronne en fait que l'on a, puisqu'on a affaire à un Bodhisattva, donc on revient à cette influence des princes Kushan, de donner un air princier, puis n'oublions pas le prince Siddhartha aussi, tout simplement. Donc c'est logique, et ça vient, c'est une vieille collection française des années 30. Mais j'aime beaucoup le modelé, le visage, différents, caractéristiques, on en trouve là aussi, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont au British Museum, qui sont très comparables. Encore une frise, une petite frise là. Une petite frise, également intéressante. Alors c'est un schiste là clairement vert, donc on pourrait penser que ça vient de cette vallée de Swat. Et c'est la représentation en fait d'un dévot, tout simplement. Donc on retrouve les chapiteaux, on retrouve les colonnes. Là ici une coiffure, Clément j'imagine, très orientale. Oui, exactement. Vous n'allez pas devenir le spécialiste des coiffures, mais bon. Donc une coiffure très orientale, très perse, sassanide, avec cette arche aussi typique des arches indiens. Donc c'est une petite frise, mais jolie sculpture, intéressante avec tous ces motifs. Pour rester dans le domaine des frises, parlons de ce que l'on appelle un gable, qui fait partie d'un grand ensemble. Et là aussi, donc on a la représentation du Bouddha, cette influence grecque, gréco-romaine, je dirais. Regardez, moi j'aime bien toujours sur ces frises, c'est ces poutis qui sont représentés, 3 qui sont représentés à gauche de la colonne. Ici, là aussi, un enfant qui prie. Là, on a clairement un sage, on le voit avec sa barbe, la manière dont il est habillé, la coiffure, et qui en effet prie, est en adoration devant le Bouddha. Et là, de nouveau ici, le Bodhisattva qui est représenté, avec donc la richesse de sa coiffure et des bijoux. Donc une autre frise intéressante, et vous pouvez imaginer que cette frise faisait partie d'un grand ensemble. Cette frise vient également d'une collection américaine, comme je l'ai mentionné, c'était la même chose pour le dévot aussi. Et juste quelques commentaires sur ces pièces. Vous voyez, on a essayé de faire ça de manière très spontanée. Et c'est vrai que dans certains cas, on ne peut pas voir avec suffisamment d'attention des détails de ces pièces. Donc, n'oubliez pas que toutes ces pièces sont non seulement dans le catalogue, mais également sur le site Internet. Et d'ailleurs, dans le catalogue, il suffit de cliquer sur la pièce et vous pouvez trouver, dans certains cas, nous avons même des vidéos, nous avons des dossiers complets, tous les détails et bien sûr des photos additionnelles. On est bien sûr à votre disposition pour vous envoyer des photos très détaillées. Là, notre objectif était de vous donner, je dirais, un peu un florilège
des pièces que nous présentons. Et je suis heureux, je dirais, qu'on ait pu, malgré la difficulté à trouver des pièces de Gandhara qui rencontrent tous nos critères, là quand même un groupe de pièces très variées, hein, en termes de style. Et puis cet ensemble de frises, parce que les frises sont toujours très intéressantes et une très bonne illustration de l'art du Gandhara. Passons peut-être à la dernière vidéo. Et donc, ensuite, eh bien, on sera très heureux de répondre à toutes vos questions. Je vous ai parlé longuement de notre Bouddha debout de la collection Vérité, mais voilà un autre Bouddha debout que je trouve aussi très intéressant, très différent. Très intéressant parce que, regardez juste, on le regarde, il est très élégant. Le visage aussi, alors malheureusement il y a cette fracture sur le nez, hein, c'est des choses que l'on retrouve après tous ces siècles de vie de cette sculpture, mais un très beau visage aussi, très bien dessiné. Regardez la chevelure aussi, toutes ces boucles, tout ce travail de l'artiste, du sculpteur. Et puis un visage aussi très élancé, très belle. C'est un très beau mouvement, hein, le drapé. Regardez ce drapé aussi, avec de très beaux arrondis, de remontées, hein, qui donnent encore de la, je dirais, de la profondeur et de la hauteur à la pièce. Et puis ce qui est intéressant aussi sur ce Bouddha que je ne peux que recommander, c'est tout son socle. D'abord les pieds, qui sont très bien dessinés. Et on a ici cette base. Là aussi, on va retrouver mes fameux chapiteaux, mais on va retrouver surtout deux adorateurs, deux orants, qui sont de chaque côté, qui sont bien sculptés d'ailleurs. C'est intéressant de les regarder de près, je mets d'ailleurs mes lunettes. Et on a ici au milieu un stupa. Donc en fait, c'est les deux adorateurs qui sont en train de prier, de vénérer le stupa qui contient les reliques du Bouddha, hein, et qui est très bien dessiné ici. Donc vraiment une pièce intéressante. Bonne provenance aussi, puisque cette pièce vient de chez Jonathan Beagle à Londres, dans les années 90. Et Jonathan Beagle était à l'époque un des antiquaires très connus, très réputés dans le domaine du Gandhara. On a d'ailleurs eu l'occasion de présenter plusieurs pièces qui venaient de cet antiquaire ces dernières années. Alors, je vais vous montrer maintenant, on va repasser à un Bodhisattva, après avoir vu un Bouddha. Attendez, je vais quand même m'arrêter ici et vous parler quand même de cette pièce, parce que ça c'est une iconographie toujours intéressante. Alors on est complètement grec, c'est l'Atlante, l'Atlas, hein, et qu'on va reconnaître d'ailleurs. Regardez à la force de ses jambes, de ses bras, les muscles et ce visage joliment sculpté. Donc tout à fait, on le retrouve dans le Gandhara, ici des arcs également qui sont représentés. Et donc, ça faisait partie, vous imaginez, d'une grande frise, hein, d'un grand ensemble. Maintenant, passons à notre Bodhisattva. Un très beau torse, une belle sculpture aussi, qui a beaucoup de présence, de belles dimensions, vous le voyez, je suis à côté. Et ce que j'aime sur cette pièce, elle est aussi bien dans son jus, hein, je dirais la même chose du Bouddha debout qu'on a vu tout à l'heure, avec en fait tous ces restes calcites de sable et autres, puisque ce sont des pièces qui ont été clairement enterrées pendant des siècles et des siècles. Et Bodhisattva, bien évidemment reconnaissable d'abord à ses bijoux, tout simplement. On revient, on a ce caractère princier, hein, que l'on donne à Bodhisattva, ce superbe collier très détaillé. Ici aussi, regardez ce drapé, et là aussi qui a été fait avec profondeur, je dirais, de manière à donner du relief à la pièce. Et cette pièce vient de chez Moreau Gobard, qui était un des grands antiquaires à Paris, dans l'art du Gandhara, l'art indien, et je crois d'ailleurs que nous avons la copie de la facture de l'époque, et donc qui avait été achetée par un collectionneur parisien. Voilà, maintenant c'est le moment de continuer avec vos questions, après avoir partagé avec vous nos émotions sur cet art du Gandhara, bien évidemment, qui nous est très cher, comme vous le savez. Bon, écoutez, je donc vous propose d'écouter
vos questions ou vos commentaires. Je veux juste préciser que j'ai coupé les micros, donc n'hésitez pas à réactionner votre micro pour poser vos questions. Alors, il y a une question de Monsieur Nélis qui demande si, vu la situation au Gandhara, est-ce que les œuvres ne sont pas en danger là-bas? Il est évident que bon, il y a eu des fouilles considérables qui ont été réalisées pendant des dizaines d'années, ce qui explique par exemple que des grands musées comme le musée Guimet ont des collections très importantes de Gandhara. Bon, et donc, heureusement, je dirais que ces œuvres ont été préservées. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des œuvres, bon, on se rappelle, hein, ces œuvres, ces Bouddhas gigantesques qui avaient été détruits il y a quelques années. Mais bon, il reste encore, le musée de Kaboul a été restauré. Je pense au musée au Pakistan également, hein, où on a plusieurs musées importants et donc qui présentent de nombreuses œuvres du Gandhara. Donc je dirais qu'heureusement, le patrimoine, globalement, le patrimoine du Gandhara a été relativement préservé. Et il faut dire aussi qu'il y avait eu, j'aime pas employer ce mot, mais une production considérable à cette époque, avec le nombre de monastères au Gandhara, et en particulier sous l'influence de ces princes Kushan, qui étaient des grands donateurs des monastères bouddhiques. D'autres questions? Alors j'en profite pour vous rappeler que nous sommes complètement à votre disposition pour vous parler davantage de certaines pièces. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Alors soit simplement pour demander davantage de photos, davantage de précision, les dossiers de chacune de ces œuvres, mais également on sera content de vous retrouver, que ce soit par Zoom, par FaceTime, quel que soit le moyen technologique, pour vous parler d'une pièce. Hein. Nous sommes ouverts tous les jours, je serai demain matin à la galerie, et donc vraiment échanger en fait sur une œuvre particulière, parce que ça me paraît absolument évident. Et rappelez-vous aussi, nous l'avons mentionné, mais c'est important de le redire, pour toute acquisition, il est bien évident que si vous recevez la pièce et que cette pièce ne correspond pas à ce que vous attendiez, quelles qu'en soient les raisons, elle peut bien évidemment nous être retournée. Donc on a mis aussi, on aimerait bien être ensemble, on aimerait bien vous voir à la Brafa, mais continuons à nous faire plaisir tous, et je dirais à échanger des pièces, parce que finalement c'est ça, en travaillant de cette manière-là. Autre question? Il y a une autre question demandant qu'effectivement les œuvres du Gandhara proviennent des monastères, mais est-ce qu'on en connaît qui proviennent de bâtiments civils ou de maisons luxueuses ou de palais au Gandhara? Oui, c'est une question intéressante, hein, mais, parce que c'est vrai que dans d'autres domaines, on voit, on a des pièces qui étaient, je dirais, un peu des pièces domestiques, ou alors, en effet, dans certains palais, mais je dirais que là, c'est un peu comme en Inde, hein, les pièces viennent de temples avant tout. Hein. Donc là, ça venait en fait de monastères, et c'était des très riches monastères. On avait ces grands stupas, et vous imaginez ce monastère, ce stupa avec des enceintes décorées par des chapiteaux, et vous rentrez à l'intérieur, vous avez autour du stupa, et si vous avez voyager, je dirais, en Asie, c'est un peu plus difficile et délicat d'aller malheureusement dans ces régions-là. Vous avez les fidèles qui tournent tous dans le même sens autour du stupa, et tous ces stupas étaient décorés de toutes ces frises, hein, racontant en fait la vie du Bouddha, différents épisodes de la vie du Bouddha. Et ensuite, en continuant dans ce monastère, on avait donc des représentations qui étaient faites. Bon, en Inde, on aura l'occasion d'en parler demain, mais je pense par exemple le Bodh Gaya, qui est un endroit, un superbe endroit de pèlerinage, hein, qui est très très important dans le bouddhisme.
eh bien, vous avez énormément de représentations du Bouddha qui sont, alors, soit lors de la construction du temple, mais également, et on le voit dans les temples Jain de la même manière, des objets qui vont être plus petits, mais qui sont des donateurs qui ont justement apporté des adorants, qui ont apporté des fidèles, qui ont apporté ces pièces au temple. Encore une question, peut-être, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Souvent, quand on voit des pièces de Gandhara, donc c'est des morceaux de frise, on a l'impression qu'ils ont été découpés à l'arrière. Est-ce que c'est quand on les recherche, alors on les découpe carrément pour les enlever du monument ou... Non, parce que malheureusement, il y avait plus de. En fait, tout ça est le résultat de fouilles qui ont été faites il y a fort longtemps. Et donc, ces frises se retrouvaient dans un chaos, je dirais. C'est un peu comme tout ce qui est archéologie, c'est de la même manière. Donc, ce n'est pas du tout le cas de temples qui pourraient être plus récents, où là, des pièces ont été réellement enlevées. Donc là, c'est le résultat de fouilles qui fait qu'on a ces pièces-là. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces pièces, et on ne l'a pas fait remarquer, mais vous avez par exemple des pièces où vous avez des trous, en fait, parce que ces pièces étaient fixées contre les parois, contre les murs. Donc avec le temps, elles se sont simplement détachées. Donc vous aviez en effet un dos, comme le chapiteau, vous avez vu, j'en ai parlé en vous montrant le haut du chapiteau, c'est de la même manière, la pièce avait été sculptée de cette manière-là, et ensuite c'était des pièces qui étaient disposées, qui étaient posées, et qui étaient fixées très souvent par des systèmes de chevilles, tout simplement. Merci. Y a-t-il une grande production de faux de Gandhara de nos jours? Je dirais, de nos jours, sans doute, mais je dirais que c'est peut-être une production passée. Vous savez, à partir du moment, dans tous les domaines de l'art, il y a des productions de faux à partir du moment où il y a un intérêt pour ce domaine. Donc, c'est pas. On parle toujours beaucoup de l'art asiatique, mais moi, on m'avait dit que là où il y a le plus de faux, c'est dans les tableaux. D'ailleurs, il y a des affaires régulièrement qui sortent. Et puis, il faut dire que les valeurs sont nettement plus importantes que dans nos domaines. Bon. Donc, dans le Gandhara, en effet, il y a des faux, parce que il y a tellement d'intérêt pour le Gandhara. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement vigilants sur la qualité des pièces, sur les restaurations éventuelles, et puis sur les provenances, bien évidemment, parce que ça, c'est quand même un autre critère. Et vous savez, vous avez par exemple, on s'intéresse dans l'Asie du Sud-Est, on a par exemple l'art du Champa. L'art du Champa, les premiers faux qu'on trouve sont souvent des faux du 19e siècle ou début 20e siècle. Du temps où les Français étaient dans cette région, on a cette culture de collection, d'acheter, on a le temps, et donc il y avait déjà des faux qui étaient proposés à l'époque. Donc voilà, donc ça fait partie des écueils dans tous les marchés d'art, et de nouveau, c'est la raison pour laquelle une foire comme la Brafa est précieuse, grâce à la vigilance qui est apportée et toutes ces équipes d'experts qui passent avant l'ouverture pour vérifier chacune de nos pièces. Encore une question ou d'autres questions? Notre souci, c'est plus souvent les restaurations, je vais vous dire, parce que les faux, en général, il y a toujours, sur un faux, il est rare que sur un faux, il n'y ait pas un détail iconographique qui n'est pas consistant avec l'époque. Ou alors, vous avez d'autres faux, la pièce est trop belle. Donc là déjà, lorsque la pièce est vraiment trop belle, c'est là où il faut avoir une attention extrêmement importante, encore plus importante. Donc notre souci, c'est beaucoup plus au niveau des restaurations. J'ai vu, je me rappelle, j'avais failli acheter à New York auprès d'un collectionneur privé il y a 5 ou 6 ans, une très belle frise où il y avait beaucoup de personnages qui étaient très ouvragés. Et en fait, on s'est aperçu en l'examinant bien, et en fait, c'est notre expert scientifique qui l'a vu, la plupart des visages avaient été refaits. Donc, en fait, il était hors de question d'acheter cette frise et de proposer cette frise, quel que soit le prix. Comme cette pièce que j'ai mentionnée l'autre jour, où le visage, clairement, n'appartenait pas au corps.
Donc, on est même amené, dans certains cas, si on a un doute, on l'a fait sur une pièce indienne, on avait un doute sur la tête, à savoir si la tête correspondait au corps, il y avait une restauration, la tête avait été recollée, mais ça, pourquoi pas, on peut très bien trouver la pièce en 2 morceaux, donc ça, c'est pas choquant. Donc, on a redécollé la pièce et on a fait une analyse de pierre qui a conclu qu'en fait, ce n'était pas du tout les mêmes matériaux, ça ne venait sûrement pas des mêmes carrières, donc en fait, c'était louche. Donc en fait, nous avons vendu cette stèle parce qu'elle était très belle, mais on l'a vendue sans tête, parce que nous avions trop de doutes sur la tête. Voilà, donc c'est plutôt les risques que l'on peut avoir. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette manière très différente de vous présenter nos pièces. Et pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons demain à 18h pour parler de l'art indien. Merci. Un grand et bonne merci. semaine. Merci, au revoir. Merci. Je ferme la vidéo. Merci, Monsieur Yoko. Avec plaisir.